Marie-Monique Robin, vous êtes journaliste et documentariste. Vous avez été primée en 1995 par le prix Albert Londres, le fameux. Vous avez notamment réalisé de nombreux films, dont plusieurs traitent de pollution, d'écologie et de liens avec la santé. Pendant le premier confinement du printemps 2020, vous avez enquêté sur l'émergence des zoonoses, c'est-à-dire les maladies infectieuses portées par les animaux et transmises aux humains. Cette enquête a donné lieu à un livre intitulé La fabrique des pandémies, paru en février 2021, et un film qui sortira en 2022. Comment ce sujet s'est imposé à vous? Qu'est-ce que vous vouliez comprendre et partager avec le grand public avec cette enquête? Alors moi, ça fait effectivement des années que je travaille sur toutes ces questions environnementales, mais c'est vraiment la première fois avec ce livre et ce film que la biodiversité est le thème central de mon enquête. J'ai lu en janvier 2020 un article dans le New York Times et le titre c'était « We made the pandemic », c'est nous qui avons fait la pandémie. Et je me suis dit « nous, les humains », évidemment. Je me suis dit « pourquoi ils disent ça ?» Et j'ai fait ce que j'aime bien faire, c'est tirer la pelote. Finalement, j'ai interviewé plus de 60 scientifiques qui montrent très clairement comment la biodiversité, évidemment, est en lien direct avec notre santé et qu'on ne peut plus continuer de séparer la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains, parce que si nous le faisons, nous allons devant de graves problèmes. Quelles sont les causes de l'augmentation des maladies infectieuses émergentes? D'abord, il faut savoir que la liste est très très longue, parce que nous sommes très centrés sur la Covid-19, ce qui est tout à fait légitime. Mais moi, j'ai découvert finalement que depuis, on va faire simple, 30, 40 ans, il y a énormément de nouvelles maladies infectieuses qui ont émergé dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que jusqu'au milieu des années 1970, il y avait une émergence de maladies infectieuses tous les 15 ans. Ensuite, nous sommes passés à une émergence tous les 5 ans, et aujourd'hui, on serait plus près d'une émergence tous les ans. Quand on sait ça, la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est ce qu'ont fait les scientifiques que j'ai interviewés dans mon livre et dont certains seront dans mon film. Les agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a beaucoup, là il y a une grande biodiversité, donc ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité. Et ils sont où? Eh bien, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. En partie parce que dans nos pays occidentaux, on a beaucoup détruit cette biodiversité, il faut dire. Voilà. Alors on peut se dire, bon ben voilà, puisque c'est comme ça, on va raser les forêts tropicales. On va se débarrasser, vous voyez, ou on va exterminer les chauves-souris, vous voyez. Eh bien, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, c'est tout le contraire qui se produit. C'est précisément parce que nous détruisons partiellement ou totalement des pans entiers de ces forêts tropicales que nous faisons émerger ces agents pathogènes qui peuvent se transformer en épidémie ou en pandémie. Le travail des scientifiques est absolument énorme. Ils ont mis au jour un mécanisme qu'on appelle l'effet dilution, et qui est un mécanisme totalement méconnu des hommes politiques, du grand public. Ça dit quoi? Ça dit que plus on a une diversité animale dans une communauté, dans une forêt par exemple, donc beaucoup d'animaux, de mammifères, des petits mammifères, des grands mammifères, des prédateurs, enfin, vous voyez, plus c'est important, plus on maintient à bas bruit et on limite le risque infectieux. Et le mécanisme qui illustre ce concept de l'effet dilution a été donc mis au jour par 2 scientifiques américains, et ils ont pris l'exemple de la maladie de Lyme. Et ils ont constaté que quand vous fragmentez une forêt, d'abord les prédateurs, les renards, les opossums, eh bien, ils vont disparaître parce que l'espace n'est plus assez grand pour eux, et c'est pas bon du tout. Ils ont constaté aussi que dans la grande famille des rongeurs, il y a 2 catégories. Il y a les rongeurs spécialistes. Alors les spécialistes, comme leur nom l'indique, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, qui mangent un certain type de graines, qui se reproduisent très lentement, et dès qu'on perturbe leur habitat, ils disparaissent. Et puis il y a les généralistes. Alors, ça veut dire qu'ils s'adaptent à tous les environnements, et quand on perturbe une forêt, ils sont ravis, parce qu'eux, ils peuvent s'étaler dans plein d'environnements différents, d'habitats différents, comme on dit. Il se trouve que dans la grande évolution des rongeurs, les généralistes sont toujours ceux qui sont les réservoirs des agents pathogènes dangereux, potentiellement dangereux pour les humains. La biodiversité protège la santé, et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer vraiment, en quelques mots, ce mécanisme? Déforestation, transmission à l'humain d'une maladie et peut-être pandémie derrière. Alors évidemment, il y a un exemple que je donne toujours qui est l'exemple du virus Nipah
qui illustre les 3 mécanismes récurrents qu'on retrouve dans toutes les émergences. On déforeste la forêt de Bornéo pour mettre des palmiers à huile. Les chauves-souris, qui sont donc réservoirs de plein de virus, sont obligées de s'enfuir parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Enfin, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie où on a implanté des monocultures de manguiers au-dessus d'élevages industriels de cochons. Donc les chauves-souris qui sont frugivores mangent les mangues tombent au pied des cochons qui mangent les mangues à leur tour et qui tombent malades parce qu'en fait ils sont infectés par un nouveau virus qu'on appelle Nipah, qui est le nom de la localité. Et les cochons vont infecter les humains parce que dans la transmission de ces virus zoonotiques, il faut toujours un animal intermédiaire et là, le cochon est un excellent client. Les ouvriers agricoles tombent malades, maladie sérieuse, hein, elle tue 70% des gens, hein, c'est très sérieux. Et comme ces cochons sont destinés à l'exportation, parce qu'en Malaisie on ne mange pas de cochons, on est musulmans, eh bien voilà comment ce nouveau virus va prendre le bateau en l'occurrence là. Donc on a déforestation, élevage industriel, globalisation, et ça c'est le schéma classique en fait de toutes ces maladies infectieuses émergentes. Et si on ne fait rien, si on n'agit pas, on va assister à une épidémie de pandémie. Peut-être même a-t-on commencé. C'est bien cela? Si nous ne nous attaquons pas aux causes, eh bien nous allons entrer, et nous sommes peut-être déjà entrés, dans une ère d'épidémie de pandémie. La Covid-19, c'en est une parmi plein d'autres avant, hein, et tout indique qu'il peut y en avoir plein d'autres après, parce que les réservoirs d'agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains, ben, ils sont très nombreux. Et comme nous continuons de déforester, n'est-ce pas, nous continuons de pratiquer des monocultures ou de l'élevage intensif dans des forêts tropicales, nous continuons d'importer l'huile de palme pour mettre dans nos moteurs, nous continuons d'importer du soja transgénique pour nourrir les élevages intensifs bretons ou européens. Toutes ces pratiques ben, font qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Alors non seulement ils disent que nous sommes peut-être entrés déjà dans cette ère d'épidémie de pandémie, mais aussi dans une ère de confinement chronique, ce qui n'est quand même pas une très bonne nouvelle, hein. Mais ils disent aussi que si on prend les bonnes mesures, eh bien c'est gagnant, 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 comme ils disent, win-win-win en anglais, parce que ça sera bon pour le climat, ça sera bon pour la biodiversité et ça sera bon pour la santé. Détruire, tuer massivement les animaux porteurs de virus, d'agents pathogènes, n'est absolument pas une solution. Au contraire. Ce n'est pas une solution d'exterminer les chauves-souris, ni les primates, ni les rongeurs. En faisant ça, ben, c'est le meilleur moyen de véritablement, alors là, vous voyez, lancer dans la nature plein d'agents pathogènes. C'est tout le contraire, parce qu'en plus ces animaux-là, ils ont un rôle écologique quand même qu'il faudrait rappeler, hein. Les chauves-souris, elles participent à la pollinisation, elles mangent des moustiques, et heureusement, parce que, vous voyez, ça permet d'éviter de tomber malade, voilà, ou elles participent aussi à la fertilisation des sols, enfin, elles ont tout un rôle écologique très important, même chose pour les rongeurs. La solution, c'est d'arrêter d'embêter ces animaux là où ils sont, dans leurs environnements naturels. Une personne, un enfant notamment, qui va évoluer dans un environnement biodivers, va être mieux protégé contre un certain nombre de maladies chroniques. Alors l'idéal, c'est une ferme bio, laitière. Donc quand on dit bio et laitière, ça veut dire qu'on a des vaches qui mangent de l'herbe, ce qui devrait être le cas de toutes les vaches, soit dit en passant. Et il y a du foin donc, hein, et du lait non pasteurisé. Très bien, un petit peu de bactéries dans le lait, très très bon. Pas trop, mais un petit peu. Et quand vous avez ça, et c'est très bien démontré par plein d'études, hein, si vous avez grandi dans cet environnement-là, votre microbiote est extrêmement riche, votre système immunitaire est fort, et vous n'avez pas d'asthme, vous n'avez pas, par exemple, d'intolérance alimentaire, d'obésité, de problèmes de diabète, tout ce qui fait, en fait, les facteurs de comorbidité de la Covid-19, c'est intéressant. Si on résume, eh bien, la biodiversité elle nous protège, à la fois parce que elle permet aux agents pathogènes dans les zones tropicales de rester là où ils sont et de ne pas nous embêter, et elle nous protège aussi parce que quand ils arrivent, elle nous rend beaucoup moins vulnérables à ces agents pathogènes. C'est étonnant parce que c'est très méconnu ça aussi, hein. Ça a des implications très concrètes pour l'aménagement des villes, hein, par exemple. J'ai interviewé un scientifique australien qui dit bah oui, dans les villes, il faut absolument remettre des arbres partout, il faut des parcs, et puis il faut que les gens aient des animaux domestiques, etc. Parce que c'est ça qui va faire que les enfants auront des microbiotes riches et donc des systèmes immunitaires forts. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait ce concept de One Health? Ce que disent les scientifiques qui travaillent sur ces questions, c'est qu'il faut absolument développer une vision holistique, globale de la santé.
d'abord réconcilier la santé humaine et la santé vétérinaire, parce que dans la grande histoire, vous savez, ils ont été séparés à un moment, il y a 2 siècles, enfin voilà, et c'est complètement un non-sens. Ça permettrait d'éviter, par exemple, qu'on donne des antibiotiques de manière préventive à des animaux, parce qu'on a oublié que quelque part, nous, les animaux, on allait les manger, donc ça ne va pas être bon pour... Vous voyez. Alors One Health, une seule santé, c'est cette vision holistique qui veut réconcilier et rapprocher les différents points de vue, n'est-ce pas? Ça passe évidemment par une refonte de la manière dont travaille la science, qui travaille en ce qu'on appelle des silos, vous savez. Donc le virologue qui s'intéresse qu'au virus, le parasitologue qu'aux parasites. Ça ne change rien au fait qu'il faille toujours des excellents scientifiques aux virologues. Mais il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble pour pouvoir développer une science des solutions qui permette de trouver justement des solutions à ces grands défis. Mais ça veut dire aussi dans les gouvernements. On ne peut pas continuer à avoir aussi des ministères qui travaillent en silo. Vous voyez, la proposition, c'est One Health ou Planetary Health, santé planétaire, qui intègre aussi la question du climat. C'est-à-dire, on a absolument besoin de retrouver cette vision globale. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Quand on a identifié les facteurs qui nous ont conduits dans cette impasse, eh bien, ça veut dire qu'on peut agir, n'est-ce pas? Et moi, je trouve que personnellement, ça m'a beaucoup soulagé, en fait, d'entendre la parole de ces scientifiques. Est-ce que ça fait bouger les lignes? Est-ce que des mesures sont en train d'être discutées, des politiques en train d'être menées? Ce qu'il faut espérer, c'est que les citoyens et citoyennes qui sont de plus en plus conscients de ça, parce que moi je le constate tous les jours, eh bien, parviennent à convaincre les politiques, parce qu'on n'a vraiment plus trop de temps. Hein. L'urgence, elle est là. Hein. Et effectivement, vous rappelez le rôle du citoyen en tant qu'électeur. Y a-t-il d'autres actions qu'on peut mener en tant que citoyen pour favoriser cette biodiversité, la protéger? Tous ceux qui localement s'engagent dans des actions pour promouvoir l'agriculture biologique, de proximité, des éco-hameaux, la transition écologique sous toutes ses formes. Et l'une des raisons principales de le faire, c'est que souvent, ça fait du bien au moral. Et ça, c'est déjà suffisant pour le faire. Parce que sinon, il y a plein de raisons d'être déprimé aujourd'hui. Enfin, le climat, les pandémies, enfin, vous vous rendez compte? Mais c'est aussi important parce que, évidemment, que partout où on est, il faut préserver la biodiversité. Parce que préserver la biodiversité, c'est préserver la vie, tout simplement. La biodiversité, ce n'est pas un supplément d'âme pour écolo, bobo à vélo, comme moi, hein, dont je fais partie. C'est notre maison commune. Pourquoi un film en plus d'un livre? Alors, généralement, effectivement, vous travaillez les deux en même temps, mais quelle est la force d'un film? Après avoir fait ce livre fondé sur des entretiens de confinement, vraiment envie de voir aussi, et j'ai envie de montrer quoi, à mes lecteurs, parce que ça a commencé comme ça, ces espaces magnifiques, ces hotspots de biodiversité, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, voilà. Comment travaillent les scientifiques, j'ai envie de le montrer aussi. Un film, c'est le moyen de se réunir, de se rassembler, de faire des débats, de faire intervenir des personnes ressources locales, il y en a plein. Plein d'associations qui font un travail remarquable, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais que ce film, il circule aussi dans les cinémas, dans les salles paroissiales, dans les salles communales, pour que les gens s'en emparent. Et c'est des films qui sont des outils pour nourrir les citoyens et citoyennes et leur permettre d'agir en toute connaissance de cause, c'est-à-dire avec des arguments solides. Voilà. Qu'est-ce qu'une personnalité comme Juliette Binoche peut apporter à un film et peut-être à la sensibilisation autour de ce sujet? Quand elle a su sur quoi je travaillais, elle m'a dit j'aimerais tellement comprendre, parce que moi en sciences, j'y connais rien, c'est un vrai défi pour moi. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça serait super, justement pour pouvoir encore plus vulgariser, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire cette parole de scientifique, hein, régulièrement, là, j'ai rien compris. Et ça force les scientifiques à faire un effort de vulgarisation et ça marche vraiment super bien. Ils sont très patients avec elle, parce que parfois, voilà. Mais c'est ça qui est bien, justement. C'est qu'elle permet de véritablement servir de canal, vous voyez, entre les scientifiques, qui ont leur jargon, enfin, etc., et puis le grand public. Et le film, on pourra le voir quand? Normalement, il sort le 22 mai 2022, ça c'est la Journée internationale de la biodiversité, c'est la première diffusion, ce sera d'abord sur Ushuaïa TV, la première. Il y aura avant des avant-premières un peu partout. Et ensuite, ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'il circule dans les cinémas, les salles communales, pour susciter des débats et que vraiment les gens s'en emparent
et voilà, un peu partout en France. Aujourd'hui, ce film, on le soutient parce qu'il démontre, noir sur blanc, par des preuves scientifiques solides, qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec la nature. Ce film, il démontre que quand on déforeste, non seulement c'est indigne par rapport à tous les êtres vivants qui vivent, mais en plus, ça se retourne contre nous. Donc, ce film est un cri d'alarme par rapport à la gravité de ce qui se passe et un cri d'alarme positif. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de notre santé. C'est le message clé de ce film et c'est la raison d'être de la Fondation Santé Environnement, d'être sur des messages positifs. On peut vivre en bonne santé, mais il est temps de nous réveiller et ce film nous pousse à ça. Donc merci Marie-Monique Robin.